Bonjour tout le monde, bienvenue à Tout le monde a toujours raison. Je suis accompagné de mes acolytes Jean-Pierre Vaillancourt et Luc-Étienne Gagnon. Bonjour messieurs, ça va bien? Ça va bien toi? Ça va bien Luc, ça va bien? Toujours. On a un super invité aujourd'hui, Éric Chandonnet, qui est le président du Grenier des Nouvelles et Grenier aux emplois, un domaine principalement dans le domaine des communications. Bonjour Éric, ça va bien? Bonjour, très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation à Tout le monde a toujours raison. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Pour nous donner un petit topo de c'est quoi le Grenier des emplois, le Grenier des Nouvelles, c'est quoi la vocation. Puis après ça, on te rentrera aussi dans ton parcours, là, ce qui est super intéressant par rapport au Grenier. Peux-tu nous donner une idée de c'est quoi le service rendu au Grenier des Nouvelles? Ouais. Ben, le Grenier, c'est plusieurs services. On a 4-5 piliers, si tu veux, Fait qu'on a Grenier aux emplois. Grenier aux emplois, on est beaucoup reconnu pour ça. Donc, c'est les entreprises peuvent mettre leurs offres d'emploi sur notre site en communication, en marketing. Nous, on est vraiment spécialisés communication, marketing. Ça peut pas être n'importe qui. C'est principalement des agences ou ça va être aussi des agences web, mais tout ce qui est dans la communication marketing. Ça, notre core, c'est vraiment les agences de pub, mais vraiment, on s'adresse quand même à toutes les entreprises qui ont un département de communication marketing. OK. Donc, c'est ça. On est beaucoup reconnu pour le Grenier aux emplois, mais on a aussi un service de nouvelles, donc Grenier aux nouvelles. On affiche des nouvelles qui ont rapport, évidemment, aux communications marketing. Beaucoup les campagnes de pub, on est aussi reconnu pour ça. Mais n'importe qui, une nomination, une promotion, des prix remportés dans le domaine des communications, nous, on en parle. On offre des formations, Grenier Formation, donc des formations en ligne et des formations personnalisées. Encore une fois, en communication marketing, en numérique. Et puis, on a un service de chasse de tête qu'on a lancé il y a peut-être 3-4 ans, Grenier Recrutement, qui fonctionne très bien. Donc, des entreprises qui veulent aller plus loin que juste l'affichage d'offres d'emploi. Ils nous donnent le mandat complet pour aller chasser la personne idéale, le candidat idéal. Et puis, c'est ça. On met aussi de la publicité. On a de la publicité sur notre site web. Même aussi au niveau des nouvelles, là, parce que tu parles beaucoup en ce moment comme dossier de presse, parler de l'industrie, mais au-delà de ça, tu as aussi une partie journalistique, vous faites des articles de fond sur vraiment tenter le pouls de l'industrie. Donc, vous n'êtes pas juste un diffuseur de nouvelles, un catalyseur, mais vraiment vous créez du contenu. On a un magazine, là, quand je parlais de nouvelles, là, je parlais du site web, on a un magazine hebdomadaire. Donc, c'est beaucoup de contenu qui sort. On a des journalistes pigistes, on a peut-être 5-6 journalistes pigistes qui écrivent des articles de fond sur le domaine. Puis c'est diffusé dans notre magazine hebdomadaire. Donc, beaucoup de nouvelles qui sortent de notre plateforme. Magazine numérique, hein? Si magazine numérique, oui. Vous avez déjà été en print avant, puis vous avez fait comme la conversion vers... je me fais parler du fax à peu près à tous les jours encore. Là. Tout le monde, les plus anciens ont connu le Grenier aux nouvelles qui est envoyé par fax le lundi matin. C'est assez mémorable. Mais on est passé de ça à l'envoyer en bulletin PDF à maintenant un magazine vraiment super bien monté de façon électronique. Là. OK. Question juste comme ça. Qu'est-ce que vous utilisez comme technologie pour le magazine? C'est FlipSnack, une solution, je pense, américaine. Qui est assez facile à monter, en tout cas selon mon graphiste. Là. Ouais. C'est ça, parce que tu peux, comme un vrai magazine imprimé, tu peux flipper à travers les pages. Ouais, okay. On met quand même le contenu interactif, ce qui est le fun aussi. Tu peux flipper et puis après ça, tu sais ça parce que dedans, avoir un vidéo. Je regarde constamment le magazine, puis tu as du contenu numérique, tu as des vidéos, tu as des liens. Exact. Donc, ça permet d'avoir le meilleur des deux mondes. Enrichi, là. C'est un peu comme tu as la presse, mais tu as la presse plus. Ouais, puis tu as l'option de télécharger le PDF si tu veux. Ouais, et ça, c'est le fun aussi, c'est que tu passes à travers, mais à la fin, tu as aussi l'option de le télécharger. Ça, sur le domaine de communication, je veux dire, la majorité du contenu est souvent en vidéo ou en audio. C'est rarement du stock statique. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça suive aussi. Les campagnes de pub, entre autres, qu'on met dans le magazine, les vidéos partent. On change la page, la vidéo part. Fait qu'on peut lire l'article, on voit la pub. C'est vraiment bien fait. Est-ce que vous avez des annonceurs dans votre magazine? Oui, on a des annonceurs. C'est principalement nos abonnés. On a des médias qui font affaire avec nous, des imprimeurs. Donc, il y a possibilité de mettre de la pub dans notre magazine. Puis, ça fait combien de temps que ça existe, le Grenier? Le Grenier a 30 ans cette année. Ça fait combien de temps que toi, tu es au Grenier?
Moi, ça fait ça fait 22 ans que je suis au grenier. OK. Moi, j'ai sorti de l'université en 2000, puis ma première job, ça a été au grenier. Donc, j'ai vu une pub pas une pub, mais une offre d'emploi dans le bulletin fax. Rédacteur pour le grenier. Je vais postuler. Le lendemain, j'avais une entrevue avec Normand Grenier, puis la semaine après, je commençais. Et on peut en parler rapidement, là, mais Normand Grenier, c'est une. J'essaie de trouver le terme, là, mais c'est un pilier du monde des communications au Québec. Là. Tout le monde qui est dans les communications depuis, donc peut-être pas les 10 dernières années, mais avant ça, on croisait à un moment ou un autre Normand avec un de ses bastons. Ouais. Fait que, peut-être nous parler un petit peu de ça, là, l'historique finalement du grenier. Un petit survol de l'historique du grenier. Moi j'ai côtoyé beaucoup les gens autour du grenier pendant des années parce que mon frère était un très bon ami de Normand. Après ça, on avait Étienne. Toute cette gang-là, ils s'aidaient beaucoup. Puis il y avait évidemment la Chambre de commerce de Ville-Saint-Laurent qui était très impliquée avec Normand. Mais j'ai pas connu vraiment le parcours puis l'évolution. Je veux dire, je l'ai vécu, mais sans vraiment réaliser. Ouais. Il a lancé ça dans son sous-sol à Saint-Laurent en 1992, pour faire 30 ans. Puis lui, là, il était déjà connecté partout parce qu'il travaillait avant pour le PCM, ou ça avait peut-être un autre nom, mais le Publicité Club de Montréal. Fait qu'il était déjà très, très connecté dans le domaine de la publicité surtout. Je pense que c'est là qu'il a connu mon frère. Ça peut. En publicité. Il était partout. Normalement, c'était une machine de réseautage. Il était dans tous les événements. Puis, c'est ça, il a commencé ça dans son sol. Fait qu'il écrivait sur sa dactylo un bulletin. C'était une page, 8,5, 11. Puis, il envoyait ça par fax. Le dimanche soir, il envoyait ça par fax, 1 à 1. Là. Je l'ai déjà vu une vidéo, c'était assez capoté. Là. Mais il envoyait ça 1 par 1. Puis là, ça grossit. Là, à un moment donné, c'est rendu 2 pages. Puis là, il a commencé à mettre des offres d'emploi. Puis là, tu sais, le modèle d'affaires, le embryonnaire, on voyait qu'il commençait là. Puis là, j'étais arrivé en 2000. On a continué le PDF, le fax. Encore en 2000. Puis là, je suis arrivé, puis j'étais comme, on envoie encore un fax, là. Puis là, Normand dit, oui, ça fonctionne encore. OK. Fait qu'on a continué ça jusqu'en, probablement 2004, 2005. Quand même, hein? Ah oui. On était un des derniers médias, ou en tout cas, une des dernières compagnies qui envoyait des fax, là. Je pense que quand on a arrêté le fax, il y a bien des... Et vous aviez le site web aussi. Ouais, le site web est arrivé, un site web, là... 99-2000 dans ce coin-là, non? Ouais. Quand je suis arrivé, on avait déjà un site web, mais tu sais, il n'était pas dynamique, là. C'était encore une page d'accueil, quasiment. Ouais, maintenant, il est rendu vraiment très hot, là. Avec la petite bonhomme en construction. Mais faut dire aussi que... la machine du grenier, c'était pas une machine excessivement lucrative. Puis, je veux dire, ça fonctionnait bien. Mais dans ces années-là, faire un site web, c'était pas 5 000 $. C'était 15, 20, 25, 30 000. Fait que, c'était un gros investissement pour quelque chose qui fonctionnait déjà bien dans les réseaux que lui utilisait. Ouais. Fait que c'est sûr que l'investissement ne devait pas le tenter tant que ça au départ. Non, mais je me souviens, c'était Normand et sa femme, Diane, là, qui travaillaient ensemble surtout. Puis, ils ne voyaient pas le site web comme un outil comme un revenu. Hein. Ils voyaient ça comme une dépense. C'était un peu moins, en tout cas. Je leur poussais un peu l'idée que je pense qu'on pourrait peut-être s'en servir pour faire de l'argent. Là, fait que, à un moment donné, ils ont plié. Puis oui... Parce que ce qui est arrivé aussi dans ces années-là, c'était déjà un peu prévu que j'achète la compagnie à leur retraite. On en parlait, là, c'était très, très embryonnaire encore, là, mais on en parlait. Tu venais d'arriver, puis c'était déjà une conversation. Je dirais plus 2006, 2007. Quoique, en 2000, quand j'ai été engagé, j'avais 20 ans, 21 ans, en tout cas. Puis il me dit, moi j'ai demandé, pourquoi tu m'as engagé? Parce que moi j'ai vu les CV après, les CV reçus, puis il y avait des gros noms, pour vrai, des noms de gens qui sont maintenant en agence ou qui ont travaillé longtemps en agence. Il me dit, t'es le plus jeune. Puis il dit, si je veux vendre,
je vais vendre aux plus jeunes. Wow. J'étais genre, oh, OK. Marque de confiance. Non, j'étais vraiment content. Puis c'est ça, j'ai travaillé avec Normand jusqu'en 2012. Malheureusement, Normand a fait un AVC en 2011. Fait que pendant un an, là, j'occupais le poste de... j'étais rédacteur, mais je m'occupais des offres d'emploi. Je faisais la direction. Je faisais pas mal tout dans l'entreprise. Il faut dire que ça n'a pas été une petite ACV non plus. Là. Ça a été assez... il a perdu de la motricité, le verbal. Surtout le verbal. C'est surtout le verbal. On pouvait plus avoir de conversation avec lui. Fait que ça se passait vraiment par Diane. Puis en tout cas, là, c'est là qu'on a commencé aussi le transfert d'entreprise. C'était prévu en 2011. Je suivais déjà des cours d'entrepreneurship, si on peut dire. Ouais. Puis, fait que c'était déjà prévu que j'achète la compagnie, mais peut-être pas en 2012. Là. C'est arrivé un peu vite. Puis ce qui est le fun, je vais juste embarquer, mais ce qui est le fun, puis tu sais, souvent, nous autres, chez Abigroup, tout ça, on dit souvent qu'il y a plusieurs façons que tu peux prendre possession d'une compagnie. Puis justement, les gens qui arrivent en fin de carrière, qui ont une compagnie, des fois, ils veulent t'aider à travers ça. Puis Grenier a un petit peu fait ça avec toi aussi. Là. Je veux dire, il n'est pas juste parti. Tu sais, vous avez comme le transfert d'entreprise s'est fait graduel entre toi et lui, je pense. Hein? Non, au contraire, ça s'est fait, assez il pouvait plus. Là, il a repris un peu des habiletés de parole, là, mais quand même, c'était difficile, tu sais. Fait que avec quoi je suis parti quand j'ai acheté l'entreprise, c'est la notoriété du grenier que lui avait bâti. Ça, clairement, la notoriété du grenier est incroyable. Fait que c'est pour ça, quand j'ai acheté l'entreprise, je savais que j'avais des défis, mais je partais quand même, tu sais, c'était beaucoup mieux qu'une start-up, là. Je partais avec une entreprise qui avait une belle notoriété et tout ça. Puis, j'ai construit là-dessus. Et que tu connaissais, parce que tu travaillais là depuis 20 ans. Ça faisait 12 ans que je connaissais. 12 ans, c'est ça. Fait que là, je commençais à connaître les rouages un peu de l'entreprise. Puis, il parlait pas beaucoup, mais il était très actif au niveau des médias sociaux. Tu sais, il est resté là, comme un ombre vivante qui était très active. Moi, j'allais le voir chez lui une fois de temps en temps. Là, il disait bonjour et tout ça. J'ai vu l'évolution aussi de son speech. Là. À un moment donné, ça commence à avoir. Il y a eu un bel avancement, mais ça a pris des années. Sur YouTube, il y a une super belle vidéo. Je ne sais pas si Normand Grenier, je pense que c'est prix APCM. En tout cas, il y a eu un hommage à Normand à la fin de sa carrière. Là, puis c'est les premières fois qu'il parlait en public. Puis c'est quelque chose. Là, tu vois qu'il force, mais en même temps, c'est beau. Là, puis il explique la situation. Là. C'est vraiment quelque chose. Ah oui, hein? Bon, c'est à voir. Excuse-moi, Jean-Pierre, tu allais dire quelque chose? Oui, en fait, c'est plus parce que là, je vois qu'on avance un peu dans le parcours. Puis tantôt, on parlait du fax. Puis avant, qu'on ne reviendra pas au fax non plus une tonne de fois, mais le cadre d'avoir étiré un peu le fax, d'avoir délayé un peu l'arrivée du web d'utilisation de la plateforme, je me demande à quel point, justement, dans un univers où tout commençait à se numériser, c'était peut-être pas un edge intéressant de dire justement, continuer à avoir un fax le lundi matin. Changement d'habitude, c'est pas justement un courriel, c'est pas... C'est une question ou une affirmation? Une réflexion? Non, mais je vais continuer là-dessus parce que ceux qui recevaient encore le fax nous disaient qu'on sait que c'est le grenier le lundi. C'est le seul fax qu'on reçoit de la semaine. C'est ce que j'allais dire. Puis, parce que là, on était pendant peut-être 2 ans, là, on était dans un switch. Il y a des compagnies qui voulaient encore le recevoir par fax. Puis il y en a un paquet qui lui disait non, là, envoie-moi la version électronique en PDF. Mais en PDF, il y en a qui nous disaient qu'on passait dans le beurre le lundi matin parce qu'ils recevaient trop d'affaires. Puis les entreprises qui le recevaient par fax disaient on le sait que c'est vous autres, fait qu'on le lit encore par fax. T'sais. Fait que il y a eu une période bien bizarre là, où il y avait les deux façons. Fait que moi, je le recevais, évidemment. Puis on l'attendait par fax. Puis il y avait aussi le fait que fin 80, comme 98, 99, 2000, 2001, c'était très compliqué de rentabiliser un site web dans ce temps-là. C'était compliqué, les gens étaient, même si on penserait que les gens étaient hyper connectés, comme on en a déjà souvent parlé, au Québec, on était les plus avancés au niveau de la programmation au niveau du monde, mais les moins avancés au niveau de l'utilisation. Les utilisateurs web au Québec étaient vraiment en retard sur les programmeurs web au Québec.
Puis ça, c'était un gros facteur à ce niveau-là. Tu sais, c'est pas juste de dire j'ai un site web, c'est l'effort de tout mettre ça en ligne. C'était beaucoup plus grand qu'aujourd'hui. Tu sais, aujourd'hui, dans le temps, je te dirais 2000, c'est du ASP surtout là, qui était. PHP n'était pas vraiment développé, n'était pas très présent, puis on était surtout en ASP, c'était des frais énormes de mettre des choses en ligne. Puis je pense que ça, c'est un facteur quand même important. Mais nous autres, on l'attendait, là, on savait que ça s'en venait. On se fait dire ça. À chaque événement, je me fais au moins parler une fois de quelqu'un qui me dit « Ah, le fax, comment on l'attendait le lundi. » Puis je le sais parce que j'allais dans les compagnies qui le recevaient, puis il était barbouillé, il était... Ouais. Non, mais c'est comme Pavlov, là, on dirait que t'attends que le téléphone, que le fax sonne le lundi matin, là, puis c'est comme t'es en attente de... Parce que, on est toutes des créatures d'habitude, hein, fait que... Ah ouais, c'est ça. C'est comme... Il y a même des compagnies qui cachaient, parce que là, à la fin, c'était un bulletin de 3 ou 4 pages, puis la page 2, c'était la page des offres d'emploi, puis il enlevait la page 2, où il coupait la partie, là, pour pas que les employés regardent les offres d'emploi. C'est capoté, là, quand t'as pas assez confiance en tes employés. Là. Mais ça aussi, j'ai vu ça. Là. Mais nous, ce qu'on aimait en agence de recevoir le grenier, c'est que les nouvelles, parce que dans ces années-là, c'était pratiquement les nouvelles qui étaient plus dominantes. C'était pas une perspective bureaucratique du domaine des communications. Les autres publications, c'était très bureaucratique, c'était très telle publicité est vraiment bien faite parce que bon, le grenier, il y avait comme une vision plus artistique du domaine des communications. C'était plus la vision d'une personne du domaine que la vision extérieure d'un homme d'affaires. Donc ça, c'était intéressant. Puis quand on recevait ça, on avait hâte de voir qu'est-ce que les autres faisaient, puis la perspective du créateur. Mais Normand, c'était un amoureux de la pub. Là. Chez lui, il y avait des panneaux, des affiches publicitaires. Il allait à Cannes à toutes les années, au Festival de Cannes de la publicité. De la pub, oui. Ouais, de la pub. Il allait à toutes les années. C'était un vrai amoureux de la pub. J'aime la pub, là. Mais Normand, c'était une coche, là. C'est une coche au-dessus. Normand, c'était une publicité sur 2 pattes. Là. Ça a été quoi dans la transition, on va dire, là, toi, en tant qu'entrepreneur, bon, tu es parti d'employé à, on peut dire, à la direction, sans vraiment le vouloir de cette entreprise-là, à entrepreneur. Dans ça, parce que c'est souvent ça que j'essaie d'amener dans ça, dans notre podcast, c'est qu'est-ce qui ont été tes plus gros défis? Bonne question, hein? Bonne question. De bien s'entourer. De bien s'entourer. La confiance ou plus au niveau d'efficacité? Ou? Ben, de bien s'entourer côté professionnel avec des employés. Moi, quand j'ai commencé le grenier, quand j'ai acheté le grenier, j'avais une employée. Puis, une adjointe administrative. Puis là, ça va me prendre une journaliste. Puis, tu sais, on a grossi tranquillement, mais c'est de trouver des bonnes personnes pour aussi un peu déléguer. Parce que là, moi, je faisais moins de rédaction. C'était de bien s'entourer. Puis, je pense que ça a été ma force avec les années de toujours... Je pense que je suis capable de bien cerner le genre de personnes avec qui je peux bien travailler. Ça a été une de mes grosses forces. Puis toute la gestion, je suis parti de loin, là. La gestion financière d'une entreprise, là, j'ai beau avoir pris des cours d'entrepreneurship, là, quand tu arrives avec les vrais chiffres puis les vrais, c'est pas pareil. Ben, comme je disais, tu peux se le dire, là, le grenier des nouvelles, quand toi t'en as pris possession, c'était pas obligatoirement une machine à faire de l'argent. Hein. Non, elle était très rentable, par contre. C'était des revenus modestes avec des dépenses modestes, mais c'était profitable. C'était encore, il me semble, quand tu as pris possession, est-ce que vous étiez encore chez Normand? Oui, ouais, hein? On avait nos bureaux dans l'ancienne maison à Normand. C'est à Montréal, parce que lui était déménagé dans le Nord. Oui, c'est ça. À Saint-Laurent, c'était une maison où on avait tout mis ça en bureau, là. Mais ça n'a pas été long qu'on a viré ça en télétravail. Je pense en 2000, j'ai acheté en 2012. Début 2014, on était tous en télétravail. Là. OK. J'étais peut-être rendu à 3 ou 4 employés, mais on a dit c'est beau, plus de bail. Puis, parce que là, c'était rendu que les gens me demandaient je peux-tu travailler de la maison? Là, c'était rendu que j'étais tout seul au bureau.
Tu es dans un domaine où tu peux le faire. Ben oui, c'est ça. On avait l'avantage de ça. Fait que là, nous, le télétravail en 2014, c'était déjà parti. Quand la COVID est arrivée, il y a bien des entreprises qui ont connu le télétravail. Nous autres, ça n'a absolument rien changé. Ça n'a pas ralenti quand même. La COVID a dû ralentir quelque chose ou non? Ralenti. Au niveau des emplois, oui, les emplois, ça ralentit, tout ça. Mais non, la COVID a quand même aidé de certaines façons. La pénurie de main-d'œuvre qui est un peu survenue avec la COVID. Là. C'est sûr que nous, le job board, le grenier aux emplois a vraiment beaucoup fonctionné. Notre service de chasse de tête a explosé. Ça, c'est la COVID a aidé, mais pour revenir au télétravail, là, pour nous, ça n'a absolument rien changé. Puis là, on était même rendu à donner des conseils à des entreprises qui connaissaient zéro le télétravail. Donc, on a donné un petit peu les pour et les contre. Puis, Crash Course 101. Oui. Parlons un petit peu, peut-être que Jean-Pierre va pouvoir rentrer un petit peu plus dans la conversation à ce niveau-là, là, de ton évolution technologique. Je peux mettre un peu en contexte. Là, ça fait 8 ans, peut-être 9 ans qu'on travaille ensemble. Puis Eric, c'est un ami aussi, devenu un ami à travers le processus. Fait que c'est sûr que j'ai vu l'évolution de où il est parti. Oui, c'est ça, exactement. Puis j'ai vu aussi les défis qu'il y a eu. Fait que des fois, je vais peut-être jump in s'il oublie des petites choses ou qu'il a de l'air de redorer un petit peu trop la situation. Mais d'ailleurs, parlant rapidement de la COVID, comme dit le Jobboard, ça a explosé un bout, mais ça va aussi faire exploser le service de formation. Là. Ça fait. Les formations, il y a eu un programme qui est le gouvernement du Québec a lancé un programme, le PACME, qui remboursait 100%, je pense que c'était un gros montant. 75% ou 100%. C'est 100% jusqu'à un certain montant. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que là, les entreprises en ont profité là, pour prendre des formations. Puis nous, on a eu une part du gâteau là-dedans. Là. C'est sûr qu'on a des compétiteurs dans le domaine, mais on a eu une bonne part du gâteau. Fait que c'est ça, c'est pourquoi nous, on s'est diversifié avec le temps, avec le grenier. Avant, on était reconnu pour les emplois puis les nouvelles. Mais là, on a lancé les formations il y a peut-être 7-8 ans. Service de chasse de tête. Fait que, on s'est diversifié. Puis ce que ça a fait, c'est ça. C'est pendant la pandémie, si on s'est juste fié à, mettons, les emplois, qui est notre vache à lait, on ne se le cachera pas, là, la partie emploi. J'allais poser la question. Oui, mais si on s'était juste fié à ça, pendant la pandémie, on aurait eu vraiment de la difficulté. Mais là, en se diversifiant, tout d'un coup, c'est les formations qui nous traînaient. T'sais. Fait que ça a été, je pense, une bonne décision qu'on a eue de se diversifier au grenier. Ça fait que formation, c'est des formations en ligne que vous aviez? Formations en ligne, on les a faites en salle assez longtemps. Puis là, avec la COVID, on va les faire en ligne. Puis tu vois, on est resté en ligne depuis ce temps-là. Donc, c'est des formations en ligne en communication, marketing, en numérique. Puis maintenant, on offre des formations personnalisées. Maintenant, des entreprises peuvent nous dire, nous, on veut vraiment se former sur tel ou tel sujet. Fait que là, on trouve le formateur ou la formatrice. Puis c'est encore en ligne, mais fait que c'est ça. On a vraiment 2 volets, là, les formations personnalisées puis les formations standards en ligne. Donc, est-ce qu'il a fallu que tu adaptes ta plateforme pour pouvoir faire ça? Oui, oui. Quand même. Oui, c'est ça. On utilise Zoom, là, normal, là, mais toute la plateforme pour présenter les formations. Parce que j'imagine que comme plusieurs formations, tu as comme l'introduction, des exercices, une autre introduction, des exercices. Non, ça, c'est pas nos formations sont vraiment live. OK. Fait que ça se passe sur Zoom. Ils reçoivent quand même un genre de présentation, si tu veux, là, avant la formation et après. Okay. Mais il n'y a pas d'exercice à faire pendant nos... On va dire que moi, je veux prendre une des formations. Une fois qu'elle a été faite en live, est-ce qu'elle est disponible après ça en vidéo? OK. Pendant 30 jours, les personnes qui ont assisté à la formation peuvent revoir la formation pendant 30 jours. Il y a une personne qui ne l'a pas pris, qui veut comme payer aussi, puis la prendre. Oui, c'est ça. Ils peuvent acheter la rediffusion. Okay. Parce que là, vous n'êtes pas vraiment dans la vente de masse au niveau des formations. Vous êtes quand même beaucoup de... Le live permet d'avoir du one-on-one, d'avoir quelque chose de cheap, d'avoir des interactions avec les participants, puis de bonifier un peu. Ce qui fait qu'une formation, la même formation que vous avez 2 fois, ne va pas avoir exactement
va pas être exactement la même chose. C'est des formations en communication puis en numérique, hein, fait que ça change beaucoup. Il y a beaucoup d'évolutions. Tu sais, une formation sur Google, je sais pas moi, Google AdWords, il faut que le formateur ou la formatrice remette à jour, là, parce que, mettons surtout qu'on en donne ce moment, là, parce que tout est en train de changer. Ouais. Non, c'est ça, mais il faut que la personne, le formateur ou la formatrice mette à jour sa formation. On n'a pas le choix, parce que sinon, on peut être vite dépassé. Puis c'est des formations quand même en petits groupes. Là. Le maximum de personnes, c'est peut-être une quinzaine de personnes. Ah, ben c'est bon, ça. Fait que ça permet l'échange, ça permet l'interaction entre le formateur, la formatrice puis les participants. Puis doit-on être dans l'industrie des communications? On va dire que demain, Luc Étienne, il dit « Ah, moi, j'aimerais ça prendre justement un cours en AdWords ou en placement média web ou etc. » Est-ce qu'il doit faire partie d'une boîte de communication ou il a le droit en tant qu'individu à s'inscrire puis pouvoir prendre le cours? Il a le droit. On a des formations quand même débutantes, mais on a des formations intermédiaires et avancées. Donc, pour tout ce qui est débutant, là, je pense que n'importe qui pourrait s'inscrire. Puis, OK. Parlons, là, je vais revenir sur ma question initiale qui était ton évolution au niveau numérique. Tu partais du fax, là, il y avait le site web qui était là. Comment ça s'est fait? Sur combien de temps as-tu réussi finalement de partir d'une plateforme qui était, disons, fax, pseudo-numérique, PDF, à quelque chose qui est vraiment rendu entièrement technologique? Il y a eu beaucoup d'évolution. Hein? Puis là, il va falloir que tu m'aides, Jean-Pierre, pour les années, mais moi, j'ai acheté en 2012. En 2012, on avait déjà un site web qui était quand même très bien fait. Là. Que tu faisais dans Dreamweaver. Non, ça, c'était avant. Okay. Ah non, tu parles de... 2012, on avait fait faire... C'était LG2, on avait fait faire... LG2 nous avait fait faire une plateforme qui était quand même très bien faite. Mais on l'a fait évoluer avec le temps. Fait que c'est dur de dire ça a pris 10 ans parce que notre site web il est toujours en évolution. Hein. Oui, mais il y a quand même une période où est-ce que tu es de presque rien à quelque chose de tangible en ligne. Là, ah ouais. Puis j'imagine la prise de décision n'a pas dû être si simple que ça. Puis l'investissement requis aussi. T'es-tu allé chercher des grants? Excusez pour l'expression anglaise, mais comment tu as fait pour financer toute cette machine-là? J'étais un bon client de la BDC. Je remercie encore la BDC de nous faire confiance. Ça, c'est un autre changement de mentalité. Normand et Diane ne voulaient pas avoir de dette. Moi, j'ai eu une entreprise zéro dette. Puis moi, là, ce que je voulais, moi, c'est faire évoluer. Donc, j'ai pas eu le choix. Il a fallu que je fasse affaire avec une banque, puis c'est la BDC qu'on a choisi. Oui, puis c'est ça, je veux dire, on le voit souvent, là, nous autres, quand on côtoie d'autres entrepreneurs, tu as souvent des gens d'une certaine école qui disent, bon, je finance tout avec mon propre argent. Ouais. C'est sûr que tu avances moins vite parce qu'il faut toujours que tu accumules pendant un certain temps avant de pouvoir faire un move. Yeah. Puis les autres qui vont se leverager des fois trop, tu sais, fait il y a toujours un envers à la médaille. Tu pognes la COVID alors que tu es en plein élan puis tu venais d'emprunter partout. C'est sûr que ça a coupé les jambes de bien du monde. Mais d'un autre côté, quand c'est fait, je dirais, avec parcimonie, effectivement, la BDC a souvent une ouverture à pouvoir aider par rapport à des banques traditionnelles. Ouais. Ton intérêt, il est à l'avenant aussi parce qu'il y a une part de risque, mais en même temps, ça permet des fois de faire des moves qui peuvent être devancés de quelques années, puis après ça... puis ce que j'aime aussi avec la BDC, c'est que c'est pas juste du financement, ils t'aident dans les outils aussi, tu sais, et ils peuvent amener un certain support dans ton évolution. Oui, c'est l'encadrement, là. C'est pas juste on fait un chèque puis ça peut être juste ça aussi. Ils ont l'option juste un chèque, mais en effet, ça c'est... Oui, ils encadrent bien les entrepreneurs. Je sais pas si ils sont commanditaires du podcast, mais... Non, mais tu sais quoi? En parlant, je pense qu'on va aller cogner à leur porte. Parce que ça serait vraiment... On est la plateforme parfaite pour la BDC, en fait. Mais c'est une très bonne idée. Ça a été j'ai eu beaucoup d'aide de la BDC. Puis tu sais, la COVID, tu parlais de la COVID. Puis quand on est arrivé à la COVID, l'entreprise, j'avais remboursé à peu près tous mes prêts. J'arrivais, là... Puis là, la COVID est arrivée. Puis là, on voyait qu'il n'y a plus de revenus qui rentrent, là. Puis pendant 3 semaines, 1 mois, les revenus, ils ne rentraient pas. Je ne sais pas si on se souvient, là, mais 2020,
c'était rough. Fait que là, j'ai dit, hey, on t'offre pas longtemps de main, là, parce que moi, je continue à payer les employés. Là, puis, c'est ça, j'ai demandé un prêt à BDC, puis là, j'étais pas, on se réendette. C'est correct, là. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur, là, mais... C'est sûr. Il faut trouver des solutions. Je veux dire, l'objectif, c'est de survivre à chaque fois. Là. Puis on en a parlé en privé, mais en tant qu'entrepreneur, on se met toujours à risque. Là. On est toujours à risque que ça pète ou qu'il y ait une pause. Au début, quand j'ai acheté l'entreprise, je payais mes employés avant moi. Là. Il y a des semaines, je me payais pas, puis je suis pas meilleur qu'un autre. Là. On a tout fait ça, je suis sûr. Ah oui, c'est sûr. Puis pas dormir pour savoir si ma paye va passer. C'est arrivé rien qu'en masse. Là. Fait que... Tu ris, mais moi, je connais des employeurs qui ont des multinationales là, qui rendent des trentaines de millions de dollars de revenus par année qui doivent faire leur upload à la banque à toutes les 2 semaines pour que la banque accepte de dégager le payroll. Là. C'est beaucoup de pression quand tu y penses. C'est énorme. Des fois, je me dis, avoir tant d'employés, tant de responsabilités, puis quand même en arracher à la fin du mois. Ben, tu te rends compte que les stress sont presque pareils, peu importe la taille d'entreprise par rapport à ça. À la fin, je veux dire, si ton payroll grossit, tes revenus grossissent, mais ton payroll les suit. Fait qu'à un moment donné, c'est une boucle. Puis tu le vois que tu aies 4 employés, une quinzaine ou une centaine, tu te rends compte quand tu mets ton entrepreneur autour de la table, c'est souvent les mêmes sources d'anxiété. Combien de fois j'ai entendu un chef d'entreprise là, qui est là depuis 20 ans, puis qui a des grosses entreprises, puis qui dit, tu sais, je regarde mon employé là, qui sort à 5 heures à tous les soirs, qui s'en va voir sa petite famille. Moi, ça fait 20 ans, j'ai pas fait ça. Là. On se remet toujours un peu en question. On dit, voyons donc, je suis bien... Ouais. Pourquoi je me fais ça? The grass is always greener on the other side. Hein? Ça, c'est typique. Là. Bon, là, je veux dire, tu sais, j'en ai déjà parlé à Eric. Moi-même, tu fais de l'anxiété. Il y a du pourquoi je fais ça. Puis même chose, Eric m'en a déjà parlé. On a tous passé par là. T'sais. Ah, c'est sûr. Je faisais pas d'anxiété avant d'être entrepreneur. Je fais de l'anxiété parce que je suis entrepreneur, clairement. Ah ouais, c'est sûr. Puis je pense pas être le seul. Puis le défaut qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est que quand ça va bien, on pense que ça va rester bien. Puis là, à un moment donné, le mur arrive quand même assez rapidement. C'est rarement un mur qui grossit. Directement pas vite. Oui. Regarde, je vais avoir un problème dans 3 ans. Non, c'est un problème. Mais ça, c'est quelque chose aussi que on n'est pas toujours appelé parce qu'on a cette tendance-là. Puis on a peur d'en parler. Oui. Puis c'est parce qu'il y a comme le monde là, qui pense que les entrepreneurs, l'entrepreneurship, c'est beau, puis c'est... ça a des avantages, mais ça a des inconvénients. Parce que ce qu'on voit dans les médias, puis quand les gens parlent de leur bon coup, on voit la pointe du succès, mais tout le travail qui est en dessous, comme tu dis, les moments d'anxiété, les moments de remise en question, c'est rare qu'on le voit, ça. Puis c'est un peu ça qu'on aime dans nos discussions avec les gens qu'on invite ici, c'est des fois parler de l'envers de la médaille, puis pour justement dire, oui, c'est un outil formidable là, qui te permet de faire des grandes choses, puis mettre tes passions de l'avant, mais en même temps, ça vient avec, oui, une certaine insécurité, parce qu'il n'y en a pas de filet, là, j'en ai pas de fonds de pension qui m'attend, moi, à 60, 70 ans ou 80 ans, là, parce que par le temps qu'on se rende là, nous autres, le plafond va être augmenté. Mais en même temps, je me dis, je suis pas en train de compter le nombre de dodos qui me reste avant ma retraite, puis, faut vivre dans la notion. Quand tu es entrepreneur, il faut que tu vives dans la notion qu'il n'y a pas de vraie recette du succès. Ça n'existe pas, cette recette-là. Fait que, tu sais, il y a 2 personnes qui ont le même parcours, avec la même idée, avec le même fond de roulement, peuvent ne pas avoir le même résultat. Ça, les gens comprennent pas ça. C'est comme, lui, il a réussi, il a sorti une marque de vêtements sur YouTube, il a mis tant d'argent, il a mis ça, il a fait ci, puis ça a fonctionné. Puis l'autre, il fait exactement la même chose, puis ça fonctionne pas. Il y a ce facteur-là. Chance, l'entrepreneurship, ça vient avec beaucoup de chance ou de malchance. Là. Le timing. Être là au bon moment, est énorme, tout ça. Puis pour revenir un peu à, tu sais, je pense que de plus en plus, par contre, on parle de la santé mentale en général, puis on commence tranquillement à parler de la santé mentale des entrepreneurs. Il y a eu la belle cause pour la cause, là, en février ou fin janvier, à chaque année, on parle de plus en plus de la santé mentale, mais le côté des entrepreneurs, là, ça commence tranquillement, mais combien d'entrepreneurs qui en arrachent, là, qui font de l'anxiété ou plus que ça. Là. Je pense qu'il y a une pression du public. On se fait dire si tu es entrepreneur, tu fais de l'argent, tu n'as pas à te plaindre.
Puis c'est pas parce que tu fais de l'argent que tu fais pas d'anxiété ou que tu n'as pas de problème. C'est pas parce que tu es entrepreneur que tu fais de l'argent. Fait que tu sais, le monde va toujours, OK, donc si tu as X nombre d'employés, d'après moi, là, tu sais, c'est ça. C'est sûr que tu vas faire des millions à chaque année. Puis c'est ça. C'est rarement la réalité. Puis, tu sais, le président d'entrepreneur, si tu veux faire croître ton entreprise puis te donner l'impression que ça va bien parce que tout le monde pense que ça va bien, ben, faut que tu te mettes un peu des fois de l'arrière, tu mets les risques, tu prends les risques, puis ça vaut d'anxiété. Il y a le problème, ou en tout cas, moi, j'ai vécu ce problème-là, puis j'ai vu d'autres entrepreneurs le vivre. Peut-être, c'est pas tout le monde. Mais il y a aussi le problème qu'on ne veut pas propager la panique dans nos équipes. Si, en tant qu'entrepreneur, tu fais de l'anxiété, puis tu en parles, puis tu es stressé que la paye ne rentre pas, tu mets toute cette pression-là sur ton staff qui t'entend dire ça, puis tu ne veux pas faire vivre ça parce que tu as besoin qu'il soit là, puis qu'il soit réveillé, puis qu'il ait confiance. Même si toi, tu es dans le doute ou que tu es dans la panique, tu veux que ton équipe ressente pas ce stress-là. Puis souvent, c'est ce qui fait, ou ta famille même chose. Tu veux pas que la famille, maintenant, il y a plus de communication dans les couples, mais nos parents, c'était, la raison que le mari arrivait puis il disait rien, il prenait son café, il allait se coucher, là, c'est souvent parce que il n'y avait pas le goût de rembarquer dans la conversation du stress qu'il y a en tant qu'entrepreneur. Je pense que ça, c'est un gros facteur. Ben, moi, je comprends ce point-là. Il y a peut-être... je sais qu'au grenier, on est très transparent. Fait que, tu sais, on a eu des années incroyables, puis il y a des années où ça allait un petit peu moins bien. Profitable, mais moins profitable. Puis, j'étais transparent. Je disais, gars, là, la prochaine année, ou comme là, quand on est rentré, on est dans la récession, là, on ne se le cachera pas. Puis là, c'est chaotique, là, on est sur un chemin de gravelle, puis ça brasse un peu. Là. On va se tenir les coudes, puis on va passer à travers, puis 2024, on devrait retrouver l'asphalte. Là. Mais moi, je suis hyper transparent, puis je pense que les employés aiment ça. Je pense. Là. Je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Je pense aussi que ça rapporte parce que tu as une petite équipe. C'est peut-être plus facile à manager. Je pense que ça fait partie de la game. Parce que j'ai fait une grosse période d'anxiété en décembre passé. Tu étais au courant, j'en avais parlé. Mon équipe, de toute façon, ils la ressentent. À un moment donné, tu te dis, comme une petite équipe, je peux même mettre la tête dans le sable, faire semblant d'avoir un sourire et que tout va bien. Mais tu es moins là, tu livres moins, ça paraît dans ton discours en général. Même tu es mieux d'accuser le fait. Mais c'est sûr, c'est pas la même chose, gérer une entreprise. Nous autres, on est 5 moins inclus. Non, c'est plus familial comme écosystème. C'est pas la même chose. Mais tu sais, moi, une fois, ce qui a été plus compliqué, c'est Eric étant un bon ami, mais tu vois, c'est un client aussi. J'en ai pas parlé. À ce moment-là, c'est là de dire, il faut pas que j'insécurise mes clients. Ils vont penser que j'ai plus de temps. Si j'ai plus de temps, tu sais, tout ça, mais ça a été, moi, en tout cas, bref, ça a été une erreur. Là, il m'en parlait pas. Là, je faisais de l'anxiété. Écoute, j'étais le déclaré qui tourne, là. Oui, parce que justement, il y a une communication. Parce qu'il y a une amitié, il y a une communication entre vous deux. Donc, si tu arrêtes de communiquer avec lui, c'est sûr qu'il va ressentir même, son instinct va dire, attends, il y a quelque chose qui ne marche pas parce que normalement, JP, il me parle de telle affaire, puis là, je ne le ressens pas en ce moment. C'est sûr que ça fait des années qu'on travaille ensemble, puis on se parle souvent, fait que je pense que ça peut se voir, ça peut se sentir. Puis on a passé des moments chaotiques, je veux dire, même dans la relation, je veux dire, on parle de moments des fois que ça va bien puis ça va pas bien. Quand on a refait la plateforme qui est actuelle, je veux dire, ça a été un projet relativement chaotique qui a été tough, là. L'élastique a failli péter une couple de fois. À cause du transfert de technologie, à cause du manque de ressources. Ça a été, en fait, je m'avance, là, mais je pense qu'au niveau du cash flow du grenier versus ce qu'il pensait que ça allait coûter versus ce que ça allait coûter. C'est souvent ça, initialement, quand j'avais levé un certain flag, lui dit c'est pas tout à fait le budget qu'on avait, puis là, on a essayé de trouver une solution un peu tiers avec un autre fournisseur qui n'a pas vraiment livré la marchandise. Je me suis trouvé à prendre le relais du projet. Je pensais pouvoir le compléter, il a fallu qu'on recommence. Donc là, ça a causé un stress énorme sur son cash flow. Moi, étant un client de longue date, je voulais l'aider, ça cause un stress énorme sur mon cash flow. Puis on se retrouve à au bout de la table de dire c'est de la merde dans ta barnouche. Là. Comment qu'on fait pour ça rentre de l'autre bord? Parce qu'il n'y a aucun d'eux qui est content. Je dis, regarde, là, les deux, on est les pieds dans la merde, personne qui va sentir bon à la fin. Là. Fait que, on va juste, moi, je vais couper dans tout, je vais le faire, on va finir ça au cost, tu fais ça, on va tout s'essouffler, mais au bout, on va dire qu'on est content. Ultimement, ça s'est bien passé. Là. Mais ça, c'est bien en passant. Là, dans le domaine des technologies, le développement de site web, développement d'applications, c'est un scénario qui arrive extrêmement souvent. Puis le fait que vous ayez ce lien de confiance parce que vous avez pu vous asseoir ensemble pour avoir cette discussion-là, c'est énorme. Parce que il y a plein de projets qui ne voient pas le jour puis qu'il y a des centaines de milliers de dollars qui disparaissent parce que là, la relation brise.
puis il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de discussion, puis l'autre a juste mis de l'argent dans l'eau. Tu sais. Fait que dans un sens, vous êtes rendu où est-ce que vous êtes rendu, vous avez sauvé un petit peu le bateau parce que vous avez eu cette communication-là. Puis si les gens avaient ça en affaires un peu plus, ça serait surprenant ce que les gens réussiraient à faire. Ben ça, puis ça là, l'entreprise a grossi, puis le prix du site initialement, ben c'est rendu, tu sais, le budget annuel pour la maintenance tu la joues, il est rendu plus gros que ça. Fait que ça a été un bon move, décision à faire. Bon, au-delà de ça, c'était de dire comment en tant qu'individu je peux l'aider. Tu sais, je veux dire, c'est un ami, mais au-delà de ça, je veux dire, on est capable d'empathie puis de dire. Puis toi, de ton bord, est-ce que ce surplus financier-là s'est avéré rentable et ça a valu la peine? C'est toujours rentable d'améliorer, là. Puis on est toujours, pour vrai, c'est pas parce qu'il est à côté de moi, mais on est toujours satisfait du travail de Jean-Pierre et de sa firme, là. Fait que, mais ça vaut toujours la peine d'investir. C'est pas les yeux fermés non plus, là. Non, mais là, on parle quand même qu'il y a eu un gap entre ce que vous pensiez avoir à investir et ce que vous avez dépensé. Fait que la question, c'est plus ce gap-là, à court terme ou à moyen terme. C'est qu'il arrive tellement tout le temps plein d'imprévus. Hein. On a un devis, là, puis là, oups, il se rajoute telle chose. Puis là, des fois, tu sais, c'est sur, je sais pas moi, 6 mois, le projet. Puis là, on voit de quoi. Puis là, ça, il faudrait le rajouter. Puis là, on le rajoute. Puis ça va te coûter combien? Ah ouais, hein? Ben, le projet avait été sur 1 an. Puis pendant l'année, vous avez rajouté des services comme les formations. Genre. Mais tu sais, mais ça a été quand même, parce que je pense que ça vaut la peine parce qu'on le voit dans le chiffre d'affaires en général qui a grossi d'année en année, là. Mais tu sais, c'est sûr que. Puis aussi, de la façon dont marche les relations en général que j'ai avec mes clients, je me vois toujours partenaire du client. T'sais. Je sais que je prends pour des fois une petite portion ou une grosse portion du budget, mais ultimement, je prends un pourcentage de leur budget qui va dans mes poches. Fait que mon objectif à moi, c'est de les faire grossir. T'sais. Mon but, c'est que si j'ai 10% d'un revenu annuel, ben que le 10% de l'année d'après, ils soient encore là, mais que leur revenu soit plus gros. Puis c'est un peu ça. On aurait pu finir dans le budget puis dans les temps, tournant les coirons. Mais ma discussion avec Greg, ça a été de dire oui, mais ça va te coûter tellement de temps et d'argent dans le futur à maintenir si c'est mal fait, puis ça continue dans cette ligne-là. T'es mieux de recommencer parce que oui, tu sauves X montant d'argent, mais je veux dire, tu vas le payer en double puis en triple au bout de même pas 1 an et demi. Fait que tu sais, c'est là, tu sais, j'aurais pu... Ça, c'est une leçon en affaires assez importante que bien du monde devrait... En technologie, écoute... ça coûte toujours plus cher de payer moins cher. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ça, c'est ça. On a eu une expérience avec... à un moment donné, on voulait économiser. On a décidé de faire affaire avec une firme tunisienne. Moi, j'ai essayé de pas embarquer là-dedans pour pas te mettre au spot. Moi, j'ai pas d'ego, hein, genre. Mais on a décidé de faire affaire avec une firme... On va faire semblant qu'on te croit. En Tunisie. Ah, puis ça a été... La pire décision. Tu sais, là, si tu me posais la question, ta pire décision d'affaires, c'était ça. Faire affaire avec une firme, pas parce qu'elle vient de Tunisie, là, mais qui connaît pas du tout notre réalité, qu'on pensait qu'ils connaissaient la technologie, qu'on voulait utiliser, mais qui la connaissaient pas du tout. C'est de lâche. Je pense que j'étais meilleur programmeur qu'eux autres. Et Dieu sait que. Mais, moi, j'ai vécu quelque chose de similaire, mais avec une compagnie, avec en fait un développeur de l'Europe de l'Est. Puis il est arrivé quelque chose. C'est pas la situation actuelle en Europe de l'Est, mais quelque chose de similaire. C'est un des petits pays. Puis mon développeur en plein milieu du projet, il a juste disparu. Ah ouais. Il n'est jamais revenu. Ça vient, c'est ça. Faire affaire avec de l'étranger, là. On connaît, tu sais, les plateformes Upwork. Fiverr. Tu sais, je pense que oui, tu peux économiser, mais il faut faire confiance en maudit à son fournisseur. Ben, il y a une question légale aussi. Tu sais, comme moi, jamais je vais faire affaire à l'extérieur, dans le sens que, tu sais, j'ai les données de mes clients. On travaille beaucoup sur du custom. Tu sais, tu veux pas que le code source sorte. Tu veux pas qu'il y ait accès à des bases de données. Tu veux pas que... Fait que, tu sais, à cause de toutes ces raisons-là, puis aussi parce que la main-d'œuvre donne pas toujours le meilleur résultat, en fait, quand tu veux être cheap, ben, ça donne pas toujours la bonne chose. Mais tu sais, je pense que ces sites-là ont quand même leur utilité des fois pour des besoins sporadiques, quelque chose de très précis, faire le premier dégraissage ou faire de la rentrée de données. Bon, OK, j'ai pas besoin d'un gars avec un bac, puis bon, parfait. Puis en même temps, j'aide quelqu'un qui peut aller chercher un revenu
qui est 10 fois ce qu'il gagnerait normalement dans son propre pays. Ils vont en avoir des bonnes ressources, même en développement. Là. Ils vont en avoir des top stars pour poche. Tu peux faire des belles trouvailles. Moi, juste que mon obligation envers le client, il y a une notion de sécurité de garder les données ici. Je peux bien faire signer n'importe quel contrat à Joe Blow en Tunisie ou en Inde. À la fin, s'il décide de revendre les données ou de faire quoi que ce soit, tu peux pas faire grand-chose. Écoute, moi, j'ai eu une mauvaise expérience, une bonne expérience. La bonne expérience, on l'a engagé comme employé. Donc, oui, il est outre-mer, mais il travaille pour nous temps plein. Mais à 99% du temps, je préfère nourrir le monde d'ici qui ont déjà beaucoup de misère à être nourris. Tu sais, dans le domaine des communications, là, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre. Il y a plus de graphistes qu'il y a de jobs. Ouais, c'est ça. Il y a plus de graphistes qu'il y a de jobs. Oui, on coûte un peu plus cher, mais tu sais, il faut y payer nos commandes. Là. On ne peut pas se plaindre qu'il n'y a pas d'argent dans notre province si on n'arrête pas de sous-traiter dans les autres pays. C'est donnant-donnant. Ça, je vais lancer des fleurs à Eric là, parce qu'il n'y a pas de genre à s'en lancer. Là. Mais tu sais, tantôt, tu as parlé de OK, je suis telle plateforme aux États-Unis, puis là, tu parles de Tunisie, mais honnêtement, dans sa culture d'entreprise, en tant que personne, là, 97-98% de ses fournisseurs sont tous au Québec. C'est un des rares qui paye 24-48 heures les factures. Il veut toujours que ses fournisseurs vivent correctement. Il n'y a pas de genre à tourner les coins ronds. La Tunisie, ça a été un petit temps. Ça a été un petit peu enfargé là-dedans. Non, mais on a tout essayé. Je veux dire, c'est normal. Il y en a qui ne vivent que de ça. C'est là que je suis moins d'accord. Mais on a tout essayé. Je veux dire, c'est normal. Tout le monde nous le dit. Ah, mais là, j'ai un gars en Russie. Ah, j'ai un gars en Tunisie. Moi, j'ai des jeunes amis à moi aujourd'hui qui sont dans le domaine des communications maintenant, qui avaient parti leur marque de vêtements, qui faisaient tout faire, je me rappelle pas, en Polynésie ou whatever comme ça. Puis, tu sais, ça a bien été pendant 3 commandes de 10 000 $, mais la 4e, tout est revenu, tout printé, tout croche, puis là, le gars est disparu. Puis, c'est ça, au bout, comme tu dis, c'est parce qu'on n'a pas vraiment de leverage légal contre ces entreprises-là, puis ça devient un sérieux problème. Puis, tu sais, toi puis moi, on a eu souvent cette discussion-là. Dernièrement, on a eu cette discussion-là. Les business d'aujourd'hui, qu'en développement, ou même dans ton domaine, dans tous les domaines, la majorité n'ont pas de plan B. Tu sais, avant d'aller sous-traiter ailleurs, là, organise-toi pour une équipe solide locale, ton plan B local, puis ton plan C, ça sera la Tunisie ou ça sera le Bangladesh ou ça sera whatever. Mais on a déjà de la misère à livrer ce qu'on a à livrer actuellement. Les entrepreneurs oublient que leurs employés peuvent ne plus être là le lendemain, puis qu'il faut quand même qu'ils livrent la job. Qu'est-ce qu'ils font? Tu sais? Il y a une structure aussi là, qu'on devrait être beaucoup plus locale juste parce que les ressources sont accessibles rapidement. Tu sais. J'ai une question pour toi, parce qu'on en parle beaucoup dans nos podcasts de ce temps-ci, c'est évidemment l'intelligence artificielle. Est-ce comment tu vois ça? Comment tu vois ça dans ton industrie? Vois-tu une intégration possible? Dis-moi où est-ce que tu es avec tout ça en ce moment? Ben, je pense que là, on parle beaucoup de ChatGPT. C'est sûr que nous, dans notre domaine, parce qu'on a des journalistes à l'interne et des pigistes, je pense que c'est peut-être ça qu'on va aborder, ou peut-être essayer, mais on l'a essayé vite. Là. Je pense que si on parle juste de ChatGPT, je pense que c'est j'ai utilisé beaucoup le mot embryonnaire. C'est pas l'embryonnaire, c'est bien fait, mais je pense que ça va encore s'améliorer avec le temps. Je pense que quand ça va être à terme, je suis pas contre l'idée d'utiliser cet outil-là. Pour le reste, je vais m'en remettre à Jean-Pierre qui des fois me revient, qui des fois me parle peut-être de je pense comment on pourrait intégrer certains de ces outils-là, parce que ça va loin. Là, tu vois, j'ai un collègue dans le domaine des communications qui s'appelle Nicolas, qui a sa marque de café Ghostwriter, qui utilise beaucoup en ce moment. Puis là, il a comme trouvé des façons de générer ses publicités via ça. Donc, il y a ses textes, etc. Puis, j'ai eu la même constatation, Jean-Pierre a eu la même constatation, toi, tu as eu la même constatation aussi, c'est que l'intelligence artificielle, tu lui donnes pas une directive générique. Elle doit t'interpréter, puis interpréter ta valeur. Puis c'est là que les gens, je pense que la peur que ça peut prendre le dessus arrivera pas, parce que tu as besoin que cette personne-là ait ton ton. Right? Fait que c'est ça qui est intéressant comme pour un magazine ou pour n'importe quoi, ou la rédaction d'offres d'emploi. C'est intéressant quand tu donnes la directive, puis que la directive... En fait, moi, je m'en sers en ce moment. Tu sais, j'écris un livre, puis je suis dyslexique, donc je suis en train d'écrire un livre sur la théorie du succès. Donc, je m'en sers pour remplir les zones qui sont compliquées pour moi en tant que dyslexique. Ouais.
Right? Fait que je dis, je veux parler de ça dans telle spécificité. Voici ce que je veux dire. Voici les termes que je veux utiliser. Voici les sources sur lesquelles je vais baser mon information. Maintenant, fais-moi un paragraphe avec ça. Right? C'est pas l'intelligence artificielle qui écrit pour moi ou qui conçoit le contenu, mais c'est elle qui s'assure que ça soit bien monté, que le dialogue soit fait dans... Je vais lui donner aussi le ton. Je vais lui dire, OK, ça, c'est pour tel type de clientèle, etc. Mais ça m'aide beaucoup, dans mon cas, moi, à rédiger tout ce que j'aurais de la difficulté. Puis aussi, quand je vais l'envoyer à ma rédactrice, ben ça va y faire la moitié de la job qu'elle aurait eu parce que je vais quand même le passer par une rédactrice qui va s'assurer que le texte est bien fait. Mais tu sais, on est en 2023 puis j'ai l'impression qu'on est quand même au début. C'est qu'on va rire. J'ai l'impression qu'en 2030, on va rire de ce qu'on est en train de dire présentement parce ça commence, là, tu sais. Puis en 2030, ça va peut-être être implanté full pin. Là. Ça peut pas bien vieillir comme discussion, c'est certain. Là. Dans 2 ans, on risque d'arrêter. Ça va tellement vite. Si tu regardes GPT-3 versus le dernier modèle, GPT-2, l'univers est différent, il est monstrueux. Les générateurs on ne connaît pas les compétiteurs. On en a parlé la dernière fois dans notre podcast à 3, là, qui d'ailleurs a été publié aujourd'hui. Fait que là, vous vous écoutez 1 mois plus tard, fait qu'il y a 1 mois. Mais on en a parlé, c'est qu'il y a aussi plein de technologies qu'on ne connaît pas, là, qui sont en développement depuis des dizaines d'années. On connaît ChatGPT parce qu'ils l'ont ouvert au public. Il y a encore plein de technologies qui n'ont pas été ouvertes. Mais tu sais, juste en contenu vidéo, là, tu sais, les AI qui embarquent, tu te filmes en train de faire une action, puis là, tu prends une autre image, tu dis, bon, ben, applique ce mood-là. Fait que là, tu peux te faire marcher sa lune, puis tu as juste marché, pas de green screen, rien. Là, tu t'es filmé dans le parc, puis là, tu dis, hey, applique un paysage lunaire. Puis, fait que pour de la création de contenu comme ça, tu sais, ça te donne accès à puissance 25, à créer des trucs complètement pétés en une fraction de seconde que ça t'aurait pris à faire tout ce montage-là en temps normal. Puis quand tu appliques ça après ça aussi au niveau juste brainstorming, tu sais, sans dire, OK, je fais générer tout mon texte par les AI. Non, à un moment donné, ça se sent, puis c'est pas ton ton, mais de juste aller te chercher les grandes lignes pour mais après ça, t'aider à... Ils ont inventé des détecteurs pour ça maintenant. Là. Oui, mais encore là, en tout cas, il y a des moyens de les contourner puis de refaire modifier le texte par un autre AI qui finalement fait en sorte que là, les détecteurs ne détectent plus que c'est de l'AI. Bref, mais tout ça pour dire que je pense que ça va être un outil comme les autres, un peu comme les photographes n'ont pas perdu leur job parce que Photoshop est arrivé sur le marché, tu sais. Non, ils l'utilisent maintenant pour, des fois, tu sais, comme aller refaire du tweak, mais à la base, si t'es pas un bon photographe, c'est pas parce que tu as Photoshop que tu vas être capable de faire des miracles. Est-ce que ça vous fait peur? Moi, je suis pas l'animateur, mais je veux la question. Je pose la question, est-ce que ça vous fait peur, l'arrivée de l'intelligence artificielle pour certaines... Moi, je le vois bien plus comme un outil qui va nous permettre d'accélérer puis d'améliorer le contenu qui va pouvoir être offert que de le voir comme oh my God. Moi, je pense que c'est un wake-up call de société. Depuis les 5 ou 6 ou 7 dernières années, on prône la facilité et je pense que la facilité va nous être enlevée par l'intelligence artificielle. Il va falloir recommencer à réaliser que tu sais, dans la vie, il faut que tu aies un minimum de réflexion, un minimum de logique, parce que sinon, tu vas te faire dépasser par la technologie. Ouais. Mais c'est ça qui me fait peur, je pense. Tu sais, de dire aux gens, il va falloir que tu penses à savoir est-ce que c'est vrai ce que tu es en train de regarder, là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut faire confiance à l'intelligence du monde, puis ça... tu parles maintenant comme les deepfakes, parce que ça, c'est un peu plus... Mais ça fait partie de la patente. Oui, c'est ça. Mais ça va être réglementé. Tu peux créer des vidéos, faire dire n'importe quoi à n'importe qui, puis le mettre dans une situation... tu sais, c'est sûr que des faux vidéos de sextape, là, c'est dur déjà, puis on est encore au balbutiement de la technologie, des fois de différencier ce qui est vrai, ce qui est faux. Fait que oui, ça va être un élément qui va être... Oui, mais tu sais, entre vous et moi, là, c'est juste qu'on ne croira plus rien. C'est pas qu'on va tout croire. Right? Fait que c'est comme tu me dis les sextapes, mais tu sais, il y a eu des parodies. Toutes les sextapes, c'est des parodies. Les anciens sextapes, c'est des parodies ou de porn, c'est des parodies de films existants avec des faux acteurs. Bon, là, ils vont mettre une face qui est beaucoup plus similaire que l'acteur, mais on y croira pas plus, on va le savoir que c'est pas vrai. Mais en tout cas, pour répondre à cette question, ça ne me fait pas peur du tout. OK. J'aimerais ça revenir à toi un petit peu, là, parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. J'aimerais que tu nous dises, Éric Chandonnet, dans sa vie de tous les jours, c'est quoi tes passions? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te garde
sain d'esprit à travers tout ça? Bonne question, hein? Non, mais ma passion depuis le début de la COVID, c'est la course à pied. Je me suis lancé dans la course à pied, comme on dit, à pieds joints. OK. La COVID est arrivée, puis là, encore là, je ne sais pas si on se souvient, mais il nous disait vous ne pouvez pas trop sortir de chez vous, exact. 1 kilomètre autour. Je disais hey, je vais virer fou, c'est pas vrai. Là. Fait que OK, mais 1 kilomètre, je vais courir le kilomètre, je vais revenir. OK. Fait que j'ai commencé, puis j'étais. Courais-tu déjà? Non, j'avais beaucoup d'embonpoint. J'étais une boule. Beaucoup. Non, mais une boule de quai, là, une boule de quai qui. OK. Fait que je me suis mis à la course à pied, puis écoute, ça a été exponentiel. Là. T'as trippé. Je me suis mis à faire des courses, là, des courses organisées, puis là, j'ai fait mon premier marathon l'automne passé. Puis... Félicitations. Merci. Combien de kilomètres? Marathon 42,2 km. À New York. Wow! New York, Marathon gros. Marathon de New York. Le premier marathon, ça va à New le York. plus reconnu au monde de Marathon de New York. Ça a bien été en plus. Faisait pas trop chaud. Ça a été dégueulasse. Ça a été dégueulasse. Pour vrai? Mais il faisait trop chaud. Il faisait au Il n'est départ. pas arrivé un incident, celle-là, justement? C'est pas là où quelque chose de positif ou de négatif, mais où une madame âgée qui avait réussi le marathon. Il y a quelque chose qui est arrivé de spécial cette année-là, non? Ce qui est arrivé de spécial, le meneur, c'est un Brésilien. Il menait par 2-3 minutes. Oh, wow. Ce qui arrive jamais. D'habitude, c'est toujours un peloton qui suit. Là, le Brésilien, il menait par 2-3 minutes, puis il s'est effondré sur le pont en arrivant dans le Bronx. Il s'est effondré. Il est encore vivant, là, mais il est bien juste. Pass out, bien raide. OK. Fait que, non, il faisait trop chaud cette journée-là. Ils ont fait le marathon, mais c'était peut-être pas la meilleure journée. Il faisait 24-25 au départ, en novembre, 7 novembre. Fait que c'était pas idéal. Là. Là, tu planifies. Comment ça arrive jamais. Ouais. Non, c'est ça. C'était la journée, je pense qu'ils disent que c'est un des marathons de New York qui était le plus chaud de l'histoire. Là. Moi, j'étais là. Puis moi, la chaleur pour. C'était ton premier marathon? C'était mon premier marathon. Ouais. Tu l'as fini? Je l'ai fini. Mais tu as fait des demi-marathons. Oui, c'est ça. J'ai fait des demi-marathons, tout ça. Mais là, je voulais aller. As-tu fait depuis? J'ai pas refait de marathon. J'ai refait des demi-marathons. Puis là, j'étais inscrit au marathon de Chicago à l'automne 2023. OK. Ça, c'est cool. Fait que ça, c'est devenu comme ton dada. C'est de l'entraînement. Je cours. L'hiver, tu fais quoi? Tu cours quand même dehors? Tapis roulant. Tapis roulant. Je suis un peu princesse là-dessus. Là. Tapis roulant. Ben, écoute, tu fais des kilomètres pareils. Oh, ouais, tu fais ça avec un écran ou est-ce que tu as l'impression que c'est ça. J'ai Netflix, j'ai une tablette. Je suis bien équipé. Je me rends pas compte que je cours. Je cours 15 km sur un tapis. Il y en a qui trouvent ça bien rochant. Moi, j'écoute mes séries Netflix, j'écoute du sport. C'est cool, ça. Ben, c'est ça, il faut, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a besoin de quelque chose. Tout à fait. C'est pour la santé mentale aussi. Ça fait tellement de bien. Là. Ça fait partie du quotidien. Là, ça fait des semaines et des semaines que je cours. C'est rendu. C'est ancré. Là. C'est-tu tous les jours? Tu as comme une course? 5 jours semaine là, à peu près que je cours. Okay. Puis tu prends ton break, c'est 2 jours ou c'est comme où tu mélanges tes journées off dans ça? Ouais, je fais un peu de musculation, mais je prends au moins une journée off là, pour les jambes. Là. J'ai quand même 46 ans, faut faire attention. Mais ouais, c'est ça. J'ai un entraînement, j'ai un coach. Tout mon entraînement est seté. Puis, dernière question, est-ce que tu as vu une évolution dans ta santé depuis... c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus depuis que tu as commencé à courir? Ben, le poids, évidemment. Le poids, à part évidemment. Le poids. Mais non, mais c'est bon pour... je cours souvent sur l'heure du midi. Puis je trouve que ça coupe la journée en deux. Puis j'arrive l'après-midi, puis il est arrivé de quoi? Là? Ça m'a enlevé un peu de stress du matin. Okay. Ça m'enlève... Ça t'a enlevé ton... je sais pas si toi tu l'avais, là, mais souvent les entrepreneurs, on a ça, là, mais le 3h, 3h30, on a comme un down énorme. Ouais. Je faisais des siestes avant. Là, j'étais vraiment pas en forme, puis il fallait que je fasse ma sieste du midi. Là, puis plus de sieste. Je dors mieux. Je mange mieux aussi. Mais tu sais, c'est une roue qui tourne. Hein? Tu fais attention à ta santé. Ben, tu cours, mais là, tu fais attention à ta nutrition pour pas faire ça pour rien. Puis, en tout cas, c'est une roue qui tourne, puis non, là, je reviendrai pas en arrière. Ben, écoute, premièrement, c'est la fin de notre émission. Fait que je voudrais te remercier de ta générosité. Ça a été vraiment super intéressant. Merci d'être venu à notre émission. Jean-Pierre, toujours aussi intéressant, mon ami. Toi aussi.
Merci Luc Étienne. Correct. Correct. Ouais. Je suis avec. Luc Étienne, merci aussi. Fait que on va vous souhaiter une excellente journée, une excellente semaine, puis lâchez pas. Vous pouvez voir, on est capable de tout et tout est réalisable quand on travaille très fort puis qu'on réalise que les défis devant nous, qu'il y en a en fait. Souvent, c'est ça. C'est pour juste savoir qu'on va faire face à des défis éventuellement. Merci tout le monde. Merci.